à tout le monde à cette deuxième conférence de nos conférences automnales de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Donc, je suis Geneviève Pagé, je suis la directrice scientifique de l'équipe. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a une présentation qui s'intitule « L'accès aux informations consignées au dossier d'adoption depuis la mise en œuvre du projet de loi 113 en adoption québécoise ». Donc, défis et points de vue des différents acteurs. Donc, peut-être juste quelques petits mots avant de commencer avec la présentation. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc l'équipe de recherche, on est une équipe qui est financée par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Et puis, on est composé donc de 13 chercheurs de différentes universités, également des chercheurs et chercheuses en établissement. On a aussi des collaboratrices de milieux de pratique qui sont co-chercheurs avec nous. Et on a 11 partenaires des milieux donc, qui s'intéressent tous et toutes au placement et à l'adoption. Et vous avez les différents petits logos donc, pour nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur notre page Internet aussi. Un petit mot toujours avant de commencer. Donc, nous avons une troisième et dernière conférence automnale qui aura lieu le 15 décembre sur la formation des familles d'accueil, un défi collectif. Toujours un point de vue des acteurs au cœur du défi. Donc, cette présentation-là sera faite par Marie-André Poirier et Marie-Pierre Joly, qui sont toutes les deux co-chercheurs de l'équipe, et Véronique Noël aussi. Et on aura aussi des membres de nos milieux partenaires, donc de la FARIC et de la DREC, et aussi du CIUS Centre-Sud de Montréal. Donc, c'est le 15 décembre. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. J'en arrive maintenant à la conférence d'aujourd'hui. Alors, nous avons deux conférencières dont je fais partie, mais également avec ma collègue Anne-Marie Piché, qui est professeure régulière à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal, et moi-même qui est professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Nous sommes aussi accompagnés aujourd'hui de trois de nos milieux partenaires. Donc, il y a Caroline Fortin, qui est présidente du mouvement Retrouvailles, Esteban Orlando Florent, qui est co-directeur du RAIS Ressources Adoption, et finalement Marilyn Butler, qui est directrice générale de Libéridé. Donc, la façon dont on va fonctionner aujourd'hui, c'est que Anne-Marie et moi allons vous présenter des résultats d'une recherche que nous avons faite auprès des services de recherche d'antécédents et retrouvailles dans deux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Et par la suite, on aura une petite table ronde où chacun, dans le fond, de nos partenaires pourra prendre la parole et s'exprimer par rapport à les résultats de cette recherche-là, mais aussi par rapport à leur réalité sur le terrain. Donc, et par la suite, on pourra, avec le temps qui reste, prendre les questions également de la salle. Donc, sans plus tarder, notre présentation d'aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous mettre en contexte et par la suite, c'est Anne-Marie qui va vous présenter un peu plus la recherche et puis les résultats de cette recherche-là. Puis, je reviendrai conclure avec les points clés à retenir. Tout d'abord, un petit peu de contexte sur le projet de loi 113. Donc, qu'est-ce que ce projet de loi-là est venu changer au niveau de la recherche d'antécédents et de retrouvailles? Bien, il faut savoir que donc, ce projet de loi, il a un nom, évidemment. Donc, la loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements. Mais on la connaît mieux sous le nom du projet de loi 113, puis nous, on va en parler de cette façon-là aussi, c'est plus court. Donc, c'est un projet de loi qui a été adopté et sanctionné en 2017 par l'Assemblée nationale du Québec. Et ces dispositions sont entrées en vigueur officiellement à partir du 16 juin 2018. C'est un projet de loi qui couvrait quand même plusieurs choses au niveau de l'adoption, mais aujourd'hui, on se concentre plus spécifiquement sur la question des recherches d'antécédents et de retrouvailles. Donc, qu'est-ce que ce projet de loi-là est venu changer en fait par rapport à ça? L'idée était de pouvoir mieux répondre aux besoins des personnes adoptées en facilitant l'accès en fait aux informations nominatives qui étaient en lien avec les origines, tout en tentant de respecter aussi quand même la vie privée des parents d'origine qui avaient demandé la confidentialité. Évidemment, si on se recule à une autre époque, on assurait la confidentialité des parents qui donnaient naissance et qui confiaient leurs enfants par la suite en adoption.
Donc, en gros, qu'est-ce que ça vient changer pour les différentes personnes impliquées? Donc, pour les personnes adoptées, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un petit peu renversé, en fait, la façon de faire. On a renversé la vapeur à 180 degrés, puisque avant la loi 113, c'était, comme je disais, c'était de l'information qui était confidentielle, l'identité des parents d'origine. Et on pouvait faire une demande comme personne adoptée, mais on obtenait l'information uniquement si le parent nous donnait l'autorisation, en fait, de divulguer son identité. Avec le projet de loi 113, on y va à l'inverse, c'est-à-dire que la personne adoptée qui fait une demande, à partir du moment où l'information est inscrite à son dossier et qu'il n'y a pas de refus de la part des parents d'origine, peut obtenir l'information sur les noms et prénoms de naissance, ses noms et prénoms de naissance, pardon, et aussi le nom et prénom des parents d'origine. Et puis, un sommaire d'antécédents aussi, donc les circonstances qui sont entourant l'adoption. Ce qu'on a changé aussi avec la loi 113, c'est que l'âge à laquelle les personnes adoptées peuvent faire une demande a été diminué. Donc, avant, c'était 18 ans, mais avec la loi 113, à partir de 14 ans, une personne adoptée peut faire des démarches seule ou encore à partir de 10 ans avec le consentement de ses parents adoptifs. Au niveau des parents d'origine, donc évidemment, comme on inverse la situation, les parents d'origine qui veulent préserver la confidentialité par rapport à leur identité doivent faire une action et inscrire un refus à la divulgation de leur identité, donc faisant en sorte que la personne adoptée ne pourrait pas recevoir ces informations-là. Peut aussi demander un refus de contact, donc pourrait accepter que son identité soit divulguée, mais demander à ce qu'elle ne soit pas contactée par son enfant biologique. Par contre, ce que la loi 113 vient amener aussi, c'est que le refus de divulgation de l'identité prend fin à partir du moment, un an après le décès du parent d'origine. Et évidemment, la confidentialité là, de l'identité de l'enfant, elle est quand même maintenue jusqu'à ses 18 ans. Ce que la loi 113 amène aussi, c'est une nouvelle possibilité pour les membres d'une même fratrie d'origine de se rencontrer, tant et aussi longtemps que ça ne va pas à l'encontre, évidemment, d'un refus de divulgation de la part du parent. Donc, évidemment, c'est quand même des changements importants au niveau de la recherche d'antécédents et retrouvailles. Et évidemment, en fait, le Québec n'a pas nécessairement innové en la matière. Ça a été quelque chose qui était revendiqué depuis les années 70-80 par les mouvements de personnes adoptées qui souhaitaient avoir accès à leurs origines. Et c'est quand même, il y a eu d'autres pays avant, évidemment, qui ont modifié leur loi en ce sens. Donc, on peut s'attendre et on s'attendait évidemment à ce qu'à partir du moment où la loi est modifiée, que ça crée quand même un certain engouement pour avoir accès donc, à ces nouvelles de façon plus facile à ces informations-là. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 mars 2021, donc selon le dernier bilan des DPJ, on sait que c'est plus de 44 000 demandes qui ont été présentées et qui concernaient plus de 13 000 personnes, en fait, et qui ont été donc traitées par l'équipe centralisée. Donc, justement, par rapport à l'équipe centralisée, en fait, c'est qu'il y a eu deux types d'équipes qui pouvaient traiter les demandes. En fait, à partir de l'entrée en vigueur de la loi 113, le gouvernement a mis en place une équipe centralisée pour un mandat de 2 ans, pour justement faciliter et puis transiter l'information. Donc, c'est une équipe qui avait un mandat quand même de répondre, évidemment, aux questions que les gens se posaient sur les changements législatifs. C'est aussi l'équipe qui enregistrait, donc, au départ, les refus de communication, d'identité et de contact, et aussi qui avait un rôle de faciliter l'accès aux renseignements et donc de recevoir et traiter quand même les demandes relatives aux antécédents. Parallèlement à ça, avant la loi 113, il y avait quand même des services qui étaient disponibles et qui le sont toujours aujourd'hui, qui ont continué à exister. Donc, les équipes régulières qui sont dans chacune des régions et qui sont rattachées aux services adoption de chacune des régions au Québec et qui sont donc dans les centres intégrés de santé et de services sociaux. Ces équipes-là, en fait, ont quand même continué à travailler en parallèle de l'équipe centralisée, mais depuis donc le 31 mars, depuis la fin mars 2021,
ce sont eux maintenant qui reçoivent, donc qui continuent à recevoir les demandes et à traiter, entre autres aussi, les refus. Et évidemment, ce sont quand même des gens qui offrent un accompagnement psychosocial dans la préparation des retrouvailles quand il y a des demandes de retrouvailles. Un tout petit mot pour vous dire que le projet de loi 113 aussi quand même concernait les adoptions internationales, mais ce ne sera pas le propos de notre présentation aujourd'hui. On s'est davantage concentré sur les adoptions du Québec. Mais quand même, pour vous dire que quand il y a des demandes au niveau de l'adoption internationale, c'est le secrétariat à l'adoption internationale qui reçoit ces demandes-là et qui les traite. Évidemment, là, les règles sont un petit peu plus compliquées et peuvent être aussi beaucoup plus diversifiées dans la mesure où ça dépend des règles aussi qui existent dans les pays d'origine. Puis, finalement, pour dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de service d'accompagnement de type psychosocial qui est offert, puisque ce n'est pas nécessairement le mandat du SAI pour l'instant. Donc, je vais maintenant céder la parole à Anne-Marie qui va vous parler de notre projet de recherche. Merci Geneviève. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Anne-Marie Piché. Donc, comme Geneviève disait, je suis professeure à l'École de travail social de l'UQAM. Donc, j'ai réalisé cette étude avec Geneviève Pagé, aussi avec notre assistante Lara Boivin-Évangéliste en 2019, parce que les connaissances sur les pratiques et sur les processus d'intervention en cas de demande d'information ou de retrouvailles étaient encore très minces et qu'il n'y en avait pas encore concernant les services en adoption du réseau institutionnel québécois. Donc, avant de vous en dire plus sur la méthode de notre étude et ses résultats, allons regarder un petit instant le cadre conceptuel ou de connaissances qui nous a guidés. Alors, on sait maintenant que la quête des origines, ce qu'on appelle la quête des origines chez les adoptés, est un phénomène de développement de la personne. C'est un processus qui est tout à fait sain et normatif, qui fait partie de leur développement identitaire tout au long de la vie. C'est en contraste de dire ça avec certaines croyances ou certains écrits des dernières décennies qui supposaient que la personne allait nécessairement mal pour faire des recherches ou que son adoption s'était forcément mal passée pour qu'elle démontre un intérêt à retracer ses parents d'origine. Parmi les caractéristiques spécifiques qu'on note chez les personnes adoptées, peu importe le type d'adoption, on sait d'abord qu'ils doivent composer avec un sentiment plus ou moins prononcé de double appartenance familiale, même si les liens ont été rompus il y a longtemps. On sait que ça entraîne plusieurs questionnements et préoccupations de l'enfance à l'âge adulte. Aussi, le concept d'identité adoptive nous renseigne à l'effet que les adoptés développent un sentiment de qui ils sont sur une base distincte de la plupart des gens. C'est-à-dire que leur identité se fonde aussi sur des pertes et des deuils qui sont conséquents, aussi sur la discontinuité de leur histoire. La forme d'adoption avec rupture des liens et la confidentialité des dossiers d'adoption contribuent donc énormément à cette discontinuité, à ces fils qu'ils tentent de rattacher pour compléter leur histoire et faire du sens. Habituellement, les gens entreprennent des recherches d'origine pour un ensemble de motivations qui peuvent s'entrecroiser, comme celui de construire une identité plus cohérente, de connaître son bagage médical, physique, connaître les traits de personnalité partagés peut-être avec leurs parents, le besoin de pouvoir raconter une histoire complète à soi ou à ses proches ou à ses enfants plus tard. Lorsque des transitions de vie importantes se produisent, ce besoin peut devenir amplifié, par exemple lors du décès d'un parent adoptif, lors de l'arrivée d'un premier enfant, etc. Donc, ils ont besoin très souvent de savoir pour donner un sens. Sur le plan social, on a plusieurs éléments qui militent aussi en faveur de donner accès aux informations concernant les personnes adoptées. Il s'agit d'ailleurs d'un droit de la personne reconnu dans les conventions qu'on appelle le droit à l'identité. Alors, notre étude se nomme « Les impacts du projet de loi 113 sur les pratiques des services impliqués dans la recherche d'antécédents et de retrouvailles ». Notre devis d'étude était qualitatif, exploratoire, étant donné le peu d'études sur ces pratiques dans la littérature. On souhaitait explorer avec cette étude les caractéristiques, les enjeux, les conditions et les ressources des pratiques psychosociales des intervenants. Ces professionnels, qu'on souhaite d'ailleurs remercier chaleureusement pour leur générosité, leur temps et les entrevues qu'elles nous ont accordées en 2019, elles œuvrent donc en accompagnement des demandes d'information, des ententes de contact et ou des retrouvailles.
On a aussi parlé à une professionnelle des archives qui procède à l'identification et à la confirmation de l'identité des parents recherchés avant d'extraire du dossier d'adoption les informations principales qui vont permettre la rédaction du sommaire d'antécédents. Il est à noter qu'à ce moment-là, à l'été 2019, les procédures de recherche n'avaient pas encore été bien stabilisées. Le guide clinique et la formation qui avait été annoncée aux intervenantes n'avaient pas encore été offerts aux professionnels. Aussi qu'une nouvelle règle gouvernementale venait subitement d'interdire la divulgation des noms des parents d'origine lorsque des documents officiels ne figuraient pas au dossier d'adoption pour confirmer l'identité de ces personnes, par exemple un certificat de naissance. Les services en adoption ont été en pleine adaptation à un nouveau système informatisé de gestion des demandes d'accès, aussi en pleine adaptation à leur nouveau mandat quand même, auquel s'ajoutaient des tâches là, depuis l'arrivée du projet de loi 113. Donc, notre objectif principal était de comprendre ce que ce projet de loi apportait comme changement dans le processus d'accès à l'information sur les origines et de retrouvailles pour les adoptés et les membres de la famille d'origine, mais du point de vue, pour l'instant, dans un projet pilote, du point de vue des intervenantes. Alors, voyons voir de plus près les résultats de nos analyses. Alors, pour mieux guider la présentation, une petite note, on va structurer les résultats de l'étude par thématiques plus larges, mais qui englobent les étapes du processus d'intervention des services en adoption, des CIS et des CIUS, qui sont plus formellement, je vais juste vous les énumérer, la réception de la demande en premier lieu, ensuite l'assignation à l'intervenante et le travail avec l'archiviste, en troisième lieu, l'analyse du dossier et de l'histoire. En quatrième lieu, la localisation, puis la confirmation de l'identité qui est bien importante, comme on va voir. Et enfin, la rédaction du sommaire d'antécédents. Donc, on va commencer du point de vue thématique par ce qui se passe au niveau de la demande d'accès du point de vue des intervenantes et des archivistes rencontrés. Donc, la demande d'accès, comme on a dit, peut être faite par l'adopté de plus de 14 ans de manière autonome ou par un parent d'origine. Ça va des deux côtés. Les archivistes vont alors se saisir de la demande reçue par fiche et vont tenter de retracer toute l'histoire de la personne adoptée. Donc, une personne qui est responsable de la constitution du dossier, qui va dans les archives, retrace le dossier de naissance et le dossier d'accouchement s'ils sont retrouvables. On parle surtout ici des adoptions de l'époque. On va faire le contraste plus tard, pourquoi c'était difficile avant les années 70 d'avoir accès à ce type d'informations-là, vu l'époque. Alors, elle va retracer aussi le dossier de la famille adoptive et elle va tenter de faire des croisements pour établir la filiation de manière assez certaine avant de contacter les personnes concernées. On nous explique que toutes ces informations obtenues vont être classées soit par nom primaire de l'enfant, nom de la mère biologique ou nom du père adoptif, etc. C'est à partir de ces informations que les archivistes sont capables de monter et de constituer le dossier. Alors, tout ça dans le but de constituer le sommaire d'antécédents sociobiologiques. Donc, ces démarches peuvent impliquer d'écrire à l'hôpital pour avoir le dossier de naissance et d'accouchement, pour avoir des informations aussi précises, parfois que le poids à la naissance, l'heure de la naissance, la taille du bébé, etc. Si elles ont été préservées, ce qui est un autre enjeu, ces informations vont être consolidées dans le sommaire des antécédents. L'étape suivante de localiser et confirmer va être assez déterminante parce que c'est seulement l'identification d'une filiation qui va pouvoir permettre de les noter au sommaire et de les communiquer. Un obstacle majeur qui a été amplifié, je faisais allusion tout à l'heure, par un avis juridique qui a été déposé au milieu de la transition par le ministère de la Santé et des Services sociaux et sans prévenir, est l'absence d'une pratique de documentation officielle des adoptions pour la majorité, en fait, des adoptions pour lesquelles un accès a été demandé jusqu'à maintenant. Jusqu'à la professionnalisation des services sociaux et les changements légaux dans la prise en charge des adoptions dans les années 70, il n'était pas du tout courant que les congrégations religieuses accompagnent l'identification de la mère ou du père biologique d'une preuve gouvernementale. Aussi, les archivistes comptaient jusqu'à maintenant sur la quantité et plutôt la logique des informations inscrites au dossier, soit par une religieuse ou une travailleuse sociale, pour faire des liens de filiation et confirmer les identités. Ce qui est rendu possible en croisant justement les informations et les noms, même s'il n'y avait pas nécessairement de documentation officielle déposée au dossier. Alors ça a été bien difficile à retracer pour bien des gens qui étaient en recherche. Donc cet avis a été contesté puis renversé tout récemment grâce au travail du mouvement Retrouvailles, qui va nous en parler tout à l'heure plus en détail lors de la table ronde.
Donc, juste pour vous dire que ça a quand même été un obstacle majeur dont les intervenantes nous ont beaucoup, beaucoup parlé. Donc, par la suite, l'archiviste va procéder en lien avec une intervenante attitrée dans l'équipe à la rédaction du sommaire. Donc, on va mentionner, si elles sont connues, les circonstances autour de l'adoption, mais seulement autour de l'adoption. Même s'il y a d'autres informations, on n'a pas le droit d'aller plus loin dans l'histoire. Elles ne peuvent pas en dire plus. Des informations descriptives, par contre, vont être données sur les parents si elles sont notées comme des traits de personnalité, l'état de santé physique pour l'historique médical, l'apparence, peut-être certains intérêts. Il y a des dossiers où il n'y a rien, presque rien. Il y a des dossiers qui ont énormément d'informations. Donc, il y a une grande diversité. Pour paraphraser une archiviste, c'est un travail de moine ou un travail de détective, ou même les deux, que de rassembler ces informations et de les rédiger. Donc, j'en viens ici au point 2, la préparation aux retrouvailles ou la réception des informations du sommaire, parce qu'il y a des gens qui vont seulement vouloir recevoir leurs informations, mais qui ne souhaitent pas nécessairement un nouveau contact avec leurs parents. Alors, c'est ici qu'une intervenante va prendre en charge le dossier depuis l'archiviste et depuis la fiche et va faire un appel à l'usager, va lui offrir un accompagnement si elle en a besoin, selon les âges et les informations qui seront contenues au sommaire. Le sommaire va soit être envoyé par la poste, soit remis en personne. Alors, elles nous ont expliqué qu'après discussion en équipe, elles ont décidé de toujours remettre en personne le sommaire dans le cas des mineurs, étant donné la plus grande vulnérabilité qu'on va détailler plus tard. Et lorsqu'il y a une présence d'informations plus délicates ou difficiles à recevoir dans le sommaire, même pour les personnes majeures, elles vont tenter de le remettre en personne de manière donc plus personnalisée et délicate. Ensuite, l'étape des retrouvailles. À l'étape des retrouvailles elles-mêmes, on va voir dans les minutes qui suivent les moyens que les intervenantes ont trouvés pour que ce moment se déroule au fond de la meilleure manière possible pour que les adoptés et leurs parents le vivent dans un accompagnement du bouleversement que ça peut provoquer. On va aussi discuter de quelques exemples de ces bouleversements ou de ces prises de conscience qu'elles ont observées au moment des retrouvailles chez les usagers. Et on va terminer avec quelques enjeux des suites des retrouvailles et de la qualité de l'accompagnement dont les intervenantes nous ont parlé. Alors, du point de vue des intervenantes, on a vraiment deux vagues historiques de l'adoption au Québec qui marquent et qui distinguent le traitement des demandes d'accès et de retrouvailles actuellement. Alors, on a les adoptions qu'elles ont appelées les adoptions de l'époque ou avant 1970. On sait que la période des adoptions des années 30 à 70 approximativement a été grandement dominée par les valeurs de la religion catholique. À ce moment-là, on avait des orphelinats qui étaient dirigés par des religieuses dans un climat de secret, de honte et d'exclusion des jeunes mères non mariées au moment de la naissance de leur enfant. On avait aussi d'autres parents qui allaient porter leur enfant à l'orphelinat pour raison de pauvreté ou de manque de soutien. L'appareil étatique était à ce moment-là très peu développé. Les dossiers liés aux adoptions qui ont eu lieu dans ce contexte sont en conséquence et habituellement de moins bonne qualité qu'après les années 70. Aussi, depuis la première loi sur l'adoption qui est entrée en vigueur, on remonte à 1924 au Québec, les dossiers étaient scellés dû à un engagement à la plus stricte confidentialité envers les mères de l'époque, qui étaient très souvent entourées d'un stigma social lorsqu'elles donnaient naissance hors des liens du mariage. Donc, après 1970, le portrait change énormément. Donc, depuis ces années, le profil d'abord des adoptions d'enfants a complètement changé. Aussi, le contexte social et culturel du Québec avec la Révolution tranquille qu'on connaît. Ce sont désormais donc des professionnels laïcs encadrés par les centres de services sociaux et leurs successeurs qui vont traiter des situations d'adoption, maintenant guidés par le principe d'intérêt supérieur de l'enfant et qui sont encadrés par la première loi sur la protection de la jeunesse en 1979. Il s'agira donc en grande majorité jusqu'à aujourd'hui d'enfants dont la situation est prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse et dont le pronostic de retour dans le milieu familial d'origine est très sombre. C'est le programme d'adoption qu'on appelle banque mixte, qui est conçu à cet effet pour stabiliser l'enfant dans un milieu souhaitant l'adopter. C'est un programme qui a été créé à la fin des années 80. Donc encore aujourd'hui, c'est la majorité des adoptions qui sont réalisées au Québec qui passent par ce programme. Alors ici, on a une intervenante qui commente le contraste historique entre ces deux contextes d'adoption du point de vue des adoptés qui font des demandes.
Alors, on a une partie des demandeurs qui a été adoptée il y a des décennies dans un contexte où la religion ou les circonstances de pauvreté à elles seules pouvaient dicter les placements de très jeunes enfants dès leur naissance. Et de l'autre côté, on a des demandeurs, on a des demandes de jeunes adoptés ou de plus jeunes adoptés qui ont vécu des situations de maltraitance ou d'abandon qui ont été déclarées aux autorités et qui ont par la suite été recommandés pour une adoption. Donc, très différent. Donc, le contexte a affecté aussi le vécu du processus de demande selon les intervenants de plusieurs façons. Après 1970, par exemple, on voit que toute l'histoire de l'enfant et tout l'historique de maltraitance a été documenté. Les noms des parents doivent obligatoirement être consignés aussi. D'un autre côté, ça facilite l'accès et donne des dossiers plus complets, mais l'histoire qui est documentée est souvent beaucoup plus difficile et délicate à partager comme à recevoir, on peut imaginer. Alors, les intervenantes nous ont parlé aussi de plusieurs obstacles qui sont encore rencontrés par les demandeurs au niveau administratif, mais ça a quand même des incidences au niveau personnel, au niveau psychologique, dans le traitement de leurs demandes d'accès. Donc, tout d'abord, des questions de dédoublement de démarche ou de prolongement de leur traitement qui sont survenus lorsque l'adopté faisait la demande, mais qu'elle n'était pas déposée dans le bon territoire administratif. Donc, l'équipe centralisée a dû répartir plusieurs demandes. Souvent, elles étaient renvoyées à Montréal, au CIUS de Montréal, car c'était un lieu d'accouchement très fréquent des mères de l'époque et des mères qui étaient en région, qui ne voulaient pas que ça se sache. Alors, Montréal a été très souvent consulté et a reçu énormément plus de demandes que les autres équipes. Et aussi, ils ont accès à beaucoup plus de ressources d'archives et à plus d'expérience. Donc, ils ont beaucoup agi en tant que consultantes pour les autres équipes du Québec. Le cycle des premières demandes a donc été très long parce que les directives changeaient aussi très souvent en cours de route. On a mentionné l'avis juridique tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus, sauf pour dire que ça a eu comme incidence que les intervenantes ont dû recommencer leur démarche de confirmation d'identité à zéro pour des centaines de dossiers, car la documentation officielle des identités des parents biologiques n'était pas dans les usages avant les années 70, tout dépendant de ce qui était écrit dans un dossier par les religieuses dans ces années-là. Donc, selon elle, ça a créé une véritable iniquité par cet avis inopiné. Il y a une partie des demandeurs pendant 1 an qui ont bénéficié des informations, même s'ils n'étaient pas confirmés. Et à partir de 2019, de l'été 2019, si c'était à leur tour, elles devaient désormais leur annoncer qu'elles possédaient un nom de parent à leur dossier, mais qu'elles n'avaient plus le droit de lui donner. Alors, imaginez, elles ont trouvé ça absurde et douloureux à recevoir pour les gens et elles trouvaient ça très inéquitable. Enfin, des défis ont été liés au nouveau système informatique qui correspondait mal à la logique de leur travail de recherche et par la nécessité de transférer des dossiers dans le nouveau système. Ils ont dû traiter 2 fois les mêmes demandes qui étaient en cours pour respecter la nouvelle limite juridique et ça a grandement affecté les délais de réponse. Alors, si on retourne aux réactions des personnes au cours des processus de demande et de retrouvailles, alors les intervenantes ont illustré les réactions générales des adoptés de l'époque. Selon elles, ces premiers adoptés auraient assez bien intégré les motifs plus culturels et historiques autour de leur adoption. Bien que la question de leurs origines personnelles et la question de l'abandon reste très sensible, la connaissance générale du contexte de l'époque permettrait une réception un peu plus apaisée des informations sur les circonstances lors de leur divulgation. Par contre, certains adoptés, même de cette époque-là, n'ont pas pu avoir accès au nom, donc, comme on disait, de leurs parents d'origine. Certains ensuite un refus aussi de leur famille d'origine, d'autres à cause de l'avis juridique, d'autres parce que le dossier ne contenait tout simplement pas ces informations ou qu'elles n'ont pas pu être retracées et suffisamment consolidées pour les partager. Alors, une intervenante qui résume ici un peu le phénomène qui peut avoir lieu. On se fait toujours des attentes chez les personnes adoptées. On s'écrit toujours un petit roman. Il va toujours manquer le chapitre 1 à ce roman. Du côté des réactions des parents d'origine, telles que perçues par les intervenantes qui ont parlé à plusieurs pour leur annoncer au fond qu'elles avaient été recherchées par leur enfant. Donc, c'est souvent, de leur point de vue, l'observation d'une colère pour beaucoup de ces mères-là lors du contact d'annonce. Une colère rentrée, selon leur expression, une colère liée au sentiment que leur secret aurait dû être préservé.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les mères d'origine qui ont donné naissance avant les années 70, l'adoption du projet de loi 113 peut susciter beaucoup de bouleversements dans leur vie. Plusieurs d'entre elles sont d'avis que le secret devrait être préservé, d'où leur refus d'être identifié. Selon le bilan de la DPJ en dernière date, plus de 8000 refus de dévoilement et de contact auraient été enregistrés depuis l'implantation de la réforme et la plupart de ces refus seraient issus de mères d'origine. Il faut se rappeler que dans le contexte donc, des années 30 à 70, les mères ont souvent été contraintes de donner leur enfant en adoption sous peine d'être exclues de leur famille et de subir des conséquences sociales très lourdes. Elles ont aussi subi la pression de la société d'alors et des communautés catholiques qui recueillaient leur enfant et géraient l'adoption pour garder le secret et faire en sorte d'oublier sa naissance. Le fait d'être contacté des décennies plus tard par les services suite à une demande d'accès de leur enfant qui a été adopté, maintenant adulte, peut être très bouleversant pour elles et a éveillé beaucoup de colère, comme on disait. Elles s'étaient fait promettre à l'époque que leur secret ne serait jamais révélé, mais la société, elle, a changé énormément et les valeurs de transparence et de droit à l'identité ont soulevé d'autres besoins chez les adoptés. Plusieurs n'avaient pas vu non plus les publicités gouvernementales qui leur donnaient 1 an, 2018 et 2019, à partir de l'application du projet de loi 113 pour signifier leur refus, soit par ligne téléphonique ou par formulaire sur Internet. Notamment, on pense à celles qui sont plus âgées ou avec des difficultés d'autonomie qui vivent en CHSLD ou autres, qui n'ont jamais vu ça. C'était souvent vécu comme une menace, donc au contact. Souvent, la famille qu'elles ont eue par après n'était même pas au courant qu'elles avaient eu un enfant à l'époque. Les intervenantes ont traité ces situations-là de manière très délicate en s'assurant, dans ces cas, de respecter leurs refus et de les entendre, tout en leur donnant la possibilité de les contacter si jamais elles changeaient d'avis, ce qui est arrivé parfois, et si elles acceptaient soit un dévoilement de leur identité, soit une retrouvaille selon la demande. Donc, de l'accompagnement à faire pour les parents d'origine également. Alors, si on change d'époque et on se transporte dans les adoptions depuis 1970, alors les intervenantes ont observé certaines caractéristiques qui, en fait, les préoccupent, bien que très peu de mineurs fassent des demandes au service en ce moment chez les jeunes demandeurs, donc adoptés en contexte de protection. Donc, il arrive que les jeunes adoptés issus d'adoption en contexte de protection présentent des difficultés encore aujourd'hui sur le plan de la santé mentale qui sont reliées à leur vécu préalable à l'adoption, vécu souvent de maltraitance, d'abandon, de cumul de plusieurs circonstances d'adversité qui ont créé aussi très souvent des traumas. Alors, leur contact avec leurs parents d'origine en contexte d'adoption banque mixte, lorsque le jeune fait la demande, ce qui arrive, leur laisse aussi entrevoir plusieurs problèmes qu'ils vivent durant cette période et qui, selon les intervenantes, ne les prédisposent pas toujours bien à vivre un tel bouleversement, du moins peut-être pas à cette étape de leur vie. Par exemple, lorsqu'ils constatent que ces jeunes ont des difficultés de santé mentale, de consommation, des difficultés sociales, des difficultés académiques, etc., et ça, malgré leur placement préalable en famille adoptive. Comme quoi l'adoption ne règle pas tout, n'est-ce pas? De plus, elles vont préciser que les parents d'origine contactés démontrent eux aussi des vulnérabilités sur le plan de leur santé mentale lorsqu'elles les contactent. Elles estiment donc comme les deux étant vulnérables à une nouvelle rencontre. En même temps, comme ces jeunes ne sont plus dans les services de protection, les intervenants ne peuvent pas, dans leur position ni professionnelle, ni éthique, ni légale, intervenir ni aller contre la volonté du jeune qui fait une demande d'accès, puisqu'il y a droit, même dès l'âge de 10 ans, comme on disait tantôt. Alors, elles veulent bien reconnaître leur droit à l'identité et comprennent toute son importance. Elles savent aussi que la plupart entretiennent déjà en même temps des contacts avec leurs parents sur les réseaux sociaux depuis des années dans certains cas. Alors, les intervenantes déplorent les conséquences possibles de ce type de retrouvailles sur les réseaux sociaux qui peuvent rendre les jeunes plus vulnérables, par exemple, à de l'exploitation, voire à de nouveaux abus familiaux selon elles. Les intervenantes s'inquiètent aussi du fait que ces contacts très spontanés n'offrent aucune possibilité d'accompagnement ou de soutien. Elles ont entendu, en rencontrant les jeunes, les mineurs, certaines histoires à l'effet que plusieurs entretiennent en fait depuis des années des contacts sur Facebook, par exemple, qui sont fait retracer par leurs parents d'origine alors qu'ils n'ont pas le droit de contacter. On n'a pas le droit de contacter un mineur adopté avant ses 18 ans, mais ça se fait quand même puisque les réseaux sociaux sont en dehors de tout cet encadrement. Donc, ça les inquiète beaucoup. Les intervenantes souhaiteraient en fait avoir plus de demandes de leur part pour leur donner une possibilité d'accompagnement psychosocial
et accompagner leur réflexion préparatoire à la rencontre. Les intervenantes souhaitent, dans tous ces cas-là, encourager les jeunes à impliquer leurs parents adoptifs s'ils n'avaient pas été impliqués dès le départ. Elles estiment que c'est un soutien important, voire crucial dans leur démarche de recherche et de retrouvailles. Alors, ces intervenantes-là, il faut se rappeler, ils n'ont pas de mandat de protection. La loi 113 n'est pas la loi sur la protection de la jeunesse, mais elles connaissent quand même généralement bien tout le contexte de vulnérabilité qui les a marqués avant l'adoption et qui les marque encore. En même temps, elles se sentent, pour la grande majorité, peu formées, peu équipées sur le plan clinique pour bien les accompagner dans ce haut niveau de vulnérabilité, aussi bien qu'elles le voudraient. Alors, on passe au niveau de la préparation des retrouvailles en tant que telle. Si aucun refus n'a été enregistré, on peut aller de l'avant. Alors, c'est une préparation qui est vraiment très, très minutieuse. C'est important pour les intervenantes de le faire car ça permet aux parties d'avoir des attentes plus réalistes, selon elles, quant aux conséquences potentielles de leur démarche. Elles vont jouer au besoin un rôle qu'on pourrait qualifier de médiateur ou de médiation entre adopté et sa famille d'origine. Par exemple, lorsqu'un doute des intentions de l'autre ou a besoin d'en savoir plus avant d'accepter. Aussi pour les aider à prendre une décision éclairée. Les préparer, les conscientiser, surtout les plus jeunes, aux conséquences possibles des retrouvailles. Donc, elles ont beaucoup insisté sur ce qu'elles ont appelé la temporisation des attentes. Les attentes des demandeurs sont habituellement assez romancées ou idéalisées selon elles, d'où la pertinence pour les adoptés d'en prendre conscience avant de procéder. Ces attentes sont bien sûr présentes de part et d'autre. Donc, chez les personnes adoptées, chez les parents d'origine, on voit ici des citations des intervenantes. Et ce travail-là permettrait de les remettre en perspective, de les mettre sur la table et de les rendre plus réalistes dans certains cas. C'est donc un travail de mise en lien qui est très progressif. En préparation aussi, les intervenantes vont tenter de répondre à toutes les questions qu'elles peuvent. Elles ne peuvent pas toujours répondre à toutes les questions, bien évidemment. Elles discutent aussi de la fréquence des contacts qui sont espérés avec l'autre partie pour éviter les sentiments de frustration, de rejet. Elles vont aussi tenter de brosser à la personne adoptée, brosser un portrait de son parent d'origine, de ses intérêts, de l'histoire familiale à partir du dossier, mais aussi à partir d'un contact téléphonique préalable avec le dit parent. Et vont présenter ces informations à l'adopté avant la rencontre. Les parties vont aussi être invitées à se laisser des lettres qui peuvent être échangées avant même les retrouvailles pour commencer à prendre contact graduellement, doucement. Certaines questions vont être posées aux intervenantes qui vont être plus simples, combien de temps ça va prendre, mais d'autres vont être plus complexes et vont nécessiter des réflexions cliniques importantes. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Comment je vais me préparer à ça? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'elle a eu une belle adoption? Donc, c'est des exemples ici que les intervenantes nous ont donnés. Dans l'éventualité où une des parties, habituellement le parent d'origine, refuse le contact, les intervenantes vont alors soutenir l'adopté en encadrant la raison autour des circonstances de placement plutôt que sur sa personne en tant que telle. Elles peuvent demander aux parents d'origine de laisser un message, par exemple, pour éviter que l'adopté ne vive ce refus comme un nouvel abandon. Alors, une fois que ces personnes sont prêtes à la rencontre et après avoir échangé des informations via l'intervenante, soit par photo, lettres, messages, les retrouvailles peuvent avoir lieu dans un salon qui est prévu à cet effet. L'intervenante va introduire les personnes, puis elle va se retirer à moins de besoins particuliers. Ne rien précipiter est une valeur qui est centrale à leur intervention. Les noms de la personne adoptée, des parents d'origine vont seulement être dévoilés à la rencontre, pas avant. Ça, c'est dans une optique de prendre le temps de respecter un certain rythme et des étapes pour éviter que les gens s'emballent et commencent à aller regarder les réseaux sociaux, le profil de l'autre et entrent en contact, vivent un bouleversement sans accompagnement psychosocial plus direct en présence. De part et d'autre, les membres de la triade adoptive ont toujours plusieurs interrogations. Ce que les personnes veulent savoir en premier témoigne du fait qu'il y a eu souci du bien-être de l'autre et curiosité depuis souvent très, très, très longtemps. Alors, on arrive à la partie sur les bouleversements et les prises de conscience qui ont été observées par les intervenantes. On nous dit que les retrouvailles sont le lieu d'expression de nombreux bouleversements et de nombreux besoins
Ça peut être un besoin d'apaisement identitaire, besoin de confirmation de ses origines, bien sûr. C'est aussi le point de départ d'une différenciation, dans certains cas, une différenciation de l'individu par rapport aux attentes sociales envers lui ou par rapport même à sa famille adoptive. Tout dépendant des cas, ses besoins vont être très diversifiés. Et certaines rencontres vont susciter des émotions plus complexes, des situations que les intervenants tentent de gérer du mieux qu'elles peuvent dans une optique de soins aux personnes, dans une optique de conscience aussi d'éléments contextuels qui sont très particuliers. Donc, par exemple, ils vont préciser que l'expérience des jeunes adoptés en contexte de protection va être particulièrement bouleversante, comme on faisait allusion tout à l'heure, ce qui leur fait appréhender, elles, beaucoup chaque demande de ce groupe d'âge. D'autres situations de retrouvailles vont amener les personnes à faire le point sur leur vie et certains adoptés vont questionner leur véritable appartenance, leur identité construite sur la base d'une rupture de lien ne fait peut-être plus sens en elle-même dans certains cas. La retrouvaille peut permettre un constat sur sa vie, sur son identité, même sur son rapport aux autres. Alors, on a une citation qui l'exprime bien ici pour la variété de réponses. Aussi, il peut arriver que l'adopté change d'idée concernant son désir de retrouvailles lorsqu'il obtient plus d'informations de l'intervenante concernant son parent d'origine suite à un premier contact effectué en plus du dossier et lorsque la préparation elle-même lui donne des informations nouvelles ou inattendues. Donc, qu'on constate qu'il y a un écart de milieu trop grand. Dans un cas, on a donné l'exemple où le parent a comme figé, ne s'exprimait pas du tout, ne semblait pas accueillir émotionnellement son enfant et la personne adoptée a décidé de se retirer du processus parce que c'était trop gros pour elle, c'était trop en contraste avec ses attentes. Enfin, les intervenantes vont estimer que l'accompagnement des retrouvailles devrait en fait se poursuivre pour plusieurs mois et peut-être des années dans l'après-retrouvailles, alors que cette étape de service n'a pas du tout été prévue dans le projet de loi 113. Alors que c'est dans l'après que se manifestent, selon elle, les émotions les plus négatives, les plus ambiguës, comme quoi les liens rétablis ne règlent pas tout, n'épargnent pas la persistance de sentiments difficiles, de conflits, d'incertitudes. Aussi, la fluctuation de la qualité ou de la fréquence de cette relation retrouvée après une certaine lune de miel peut être vécue difficilement et devrait être accompagnée professionnellement, peut-être même en psychothérapie, ce qui concorde aussi, on devra dire, avec la littérature sur ce sujet. Donc, rien n'a été prévu sur le plan psychosocial dans le projet de loi 113. Les intervenantes souhaiteraient donc, pour compenser, mettre en place des services en continuité pour la triade adoptive, tels que des groupes de soutien. Mais le manque de ressources au sein des CIS et des CIUS actuellement ne permet pas leur mise en place non plus. Elles souhaiteraient pouvoir en faire plus ou référer au moins à des services compétents en adoption dans la communauté. Or, on sait que c'est un très gros enjeu au Québec. Il n'y en a pas ou il y en a très peu selon les régions et selon les groupes d'âge des personnes adoptées. Seulement quelques professionnels de l'adoption et en pratique privée au Québec sont réellement en mesure d'accompagner les triades adoptives dans ces questions. On sait en même temps qu'il y a des associations de personnes adoptées qu'on va rencontrer dans quelques minutes qui sont en mesure d'accompagner avec un soutien par les pairs, mais pour ce qui est d'un soutien de niveau plus psychosocial ou thérapeutique individualisé, il y a encore des ressources à développer. Alors, c'est tout pour moi. Geneviève, je te passerai la parole pour le mot de la fin, en espérant ne pas avoir trop dépassé mon temps. C'était parfait, Anne-Marie. Merci. Donc, évidemment, c'est ça, quelques points clés à retenir, je pense, de cette courte présentation. Donc, d'une part, évidemment, l'importance de tenir compte du contexte historique et culturel par rapport au vécu, en fait, des personnes. Donc, parce qu'évidemment, au Québec, comme ailleurs, on a deux contextes d'adoption fort différents à l'heure actuelle qui se chevauchent, c'est-à-dire les adoptions du passé, puis nos adoptions plus récentes où ce sont une majorité de jeunes et de personnes adoptées, en fait, qui ont été adoptées par le système de protection de la jeunesse.
Et par rapport justement à cette deuxième catégorie de personnes adoptées, les intervenantes, comme on disait, celles qu'on a rencontrées, ont évidemment soulevé beaucoup la vulnérabilité qu'elles perçoivent toujours, particulièrement chez les mineurs qui pourraient faire des demandes. Et donc, cette préoccupation, en fait, là, de pouvoir continuer à protéger ces jeunes personnes par rapport au trauma qui a pu être vécu, puis aussi par rapport à la possibilité de réactiver certains traumatismes, est évidemment bien présente. Par ailleurs, comme Anne-Marie l'a mentionné, donc ça a été soulevé par les intervenantes aussi, d'avoir le sentiment de ne pas être assez bien outillées cliniquement au niveau de la formation, d'avoir l'impression de développer en fait leur expertise un peu au fur et à mesure qu'elles ont des dossiers à traiter. Donc, évidemment aussi, certains aspects psychosociaux, dimension éthique aussi, qui, à notre avis, ont été un peu sous-estimés par rapport à l'adoption du projet de loi 113. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est un projet de loi, donc c'est beaucoup plus au niveau législatif, mais par ailleurs, les changements importants, en fait, qui ont été amenés nécessitent aussi que les pratiques s'adaptent donc à ces nouvelles situations-là et se développent aussi en fonction là, des besoins qui émergent, donc des personnes qui sont concernées. On a parlé donc de la question, évidemment, là, en fait, de certaines valeurs aussi qu'on a vues chez les intervenantes là, qui pouvaient être entrées en contradiction ou en conflit. C'est-à-dire, d'une part, oui, de vouloir donner l'accès à l'information qui est demandée, mais particulièrement là, par rapport aux adoptions en protection de la jeunesse, aussi d'être bien consciente qu'il y a des informations sensibles dans les dossiers, donc d'avoir à juger jusqu'à quel point, en fait, cette information-là peut être prise ou non par les personnes concernées. Par ailleurs aussi, comme intervenante souvent issue du travail social, bien, la valeur aussi de l'autodétermination des personnes est fort importante. Donc, ça vient ça aussi jouer en certains conflits de valeurs là, pour les intervenantes, à dire jusqu'à quel point on doit protéger ces jeunes-là, mais aussi jusqu'à quel point on leur donne la possibilité de s'autodéterminer et de pouvoir, même si c'est de l'information difficile, de pouvoir aussi quand même décider par soi-même, puis de prendre l'information, même si elle est difficile à entendre, mais quand même d'être accompagné donc, dans ce processus. Et puis, c'est ça, comme Anne-Marie l'a mentionné aussi, la question des services d'accompagnement qui, on pense, sont fort importants. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec cette idée qu'on doit avoir des services d'accompagnement mieux développés, mais en même temps qui n'ont pas nécessairement eu la chance de se développer là, quand le projet de loi 113 est entré en vigueur. Donc, sans plus tarder, en fait, on trouvait évidemment beaucoup plus intéressant, non seulement de vous présenter nos résultats de recherche, mais de pouvoir aussi donner la parole à certains de nos partenaires qui sont sur le terrain, eux aussi, et qui donc ont eu un rôle de premier plan à jouer quand même là, depuis la mise en place de la loi 113, mais aussi qui, de toute façon, déjà avaient des services pour certains, là, en tout cas, à offrir. Je veux aussi mentionner, là, je suivais en même temps qu'Anne-Marie parlait là, un peu les discussions dans le chat. On est conscient qu'il y a des intervenantes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc, merci pour l'information, des fois, les petites précisions que vous apportez. Je pense que c'est effectivement important, là, puisque nous, on avait un temps aussi un peu restreint. Donc, on n'a pas nécessairement abordé tous les détails, mais vous avez de l'information complémentaire dans le chat aussi là, par rapport à comment les choses se passent sur le terrain. Anne-Marie, je crois que tu peux arrêter le partage pour qu'on puisse voir un peu plus donc, nos autres invités. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Caroline Fortin du mouvement Retrouvailles. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais féliciter l'équipe de recherche pour ce très beau travail. C'est super intéressant. Et puis moi, à quelque part, au nom du mouvement Retrouvailles, je dois dire que ça me réconforte dans le sens que les recommandations qu'on a faites
puis qu'on continue de faire. Les points qu'on a soulevés depuis l'entrée en vigueur de la loi 113, bon, entre autres, les délais trop longs, le manque de connaissances au niveau je parle de l'équipe centralisée plus particulièrement. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées à ce moment-là. Puis je vois que les intervenantes sur le terrain en sont très conscients ou très conscientes. On va les mettre au féminin parce que majoritairement, ce sont des travailleuses sociales. On va dire, c'est ça. Donc, elles sont conscientes de ce qui se passe, mais elles n'ont pas de moyens d'aller au-delà des procédures qui sont prononcées ou des législations qui sont en vigueur. Alors, je trouve, on a dit souvent que au niveau du ministère de la Santé et Services sociaux, les têtes dirigeantes ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement sur le plancher. Et ce rapport-là, cette recherche-là, à quelque part, nous donne raison. De ce que je vois, là, des commentaires et tout ça, je sais qu'elles aimeraient beaucoup avoir plus de latitude. La plupart des intervenantes sont conscients des besoins des personnes adoptées, sont conscientes aussi des besoins des parents biologiques. Mais elles ont les mains liées à quelque part. Donc, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Alors, moi, je pense qu'il serait nécessaire de mettre plus de ressources au niveau des services sociaux, premièrement, de leur donner une formation adéquate. Ça a été relevé là, dans les dernières pages de la présentation. Effectivement, au niveau des personnes plus jeunes qui font actuellement des demandes de retrouvailles, c'est une dynamique qui est bien différente de celle qui était connue dans les années 1940. Donc, on parle de deux mondes complètement différents et malheureusement, je crois qu'il y a des gens qui ont été mis en poste et qui n'ont pas cette formation-là. Alors, ce serait intéressant là, de les former. Donc, comme plusieurs le savent, nous, on s'est souvent opposé à la mise en place de l'équipe centralisée. Pourquoi? Ben, parce qu'on avait peur qu'il y ait des procédures trop lourdes, on avait peur que les délais soient trop longs, on avait peur d'un manque de connaissances, on avait peur d'un côté humain oublié et du manque de formation. Ben, tout ça, là, ça a été comme un peu reflété dans la recherche. Alors, je crois, je vais dire comme on dit, je persiste et je signe. Ça a été, selon moi, ou selon les gens du mouvement Retrouvailles et bien des usagers, une erreur de mettre cette équipe-là. Bon, on ne peut pas refaire le passé, c'est fait, c'est réglé. S'ils avaient gardé tout ça dans les centres jeunesse, les centres jeunesse étaient habilités à faire le travail, ils auraient dû mettre beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'argent et former des gens qui étaient déjà sur place, qui étaient déjà dans les dossiers et tout et tout. Donc, les délais auraient été moins longs, les procédures auraient été probablement moins lourdes, les connaissances étaient déjà sur place. Donc, ça aurait été, en tout cas, à notre sens, ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais bon, c'est fait, c'est du passé. J'espère que le projet de loi 2, qui a été déposé le 21 octobre dernier, qui a tenu compte de la majorité des recommandations qui ont été faites depuis des années, vont tenir compte de ces faits-là et vont apprendre de cette erreur-là, à mon sens. Donc, j'espère que les intervenants qui sont là actuellement auront beaucoup plus de latitude et pourront fournir les informations dans des délais respectables. Au niveau de la vie juridique, ça a été soulevé tantôt. J'ai comme vu passer là, que la vie juridique n'est pas encore enlevée, tant aussi longtemps que le projet de loi 2 n'est pas adopté. Cet avis juridique-là me semble tenir. Donc, les personnes dont le nom du père, par exemple, est au dossier, mais qu'il n'y a pas de document officiel reconnu par le gouvernement aujourd'hui, ils ne pourront pas avoir l'identité de leur père, notamment. Donc, c'était juste pour faire une petite correction là-dessus. Le projet de loi 2
enlève cette chose-là. Donc, les noms seraient donnés, peu importe qu'il y ait un document ou pas, et la responsabilité reviendrait à la personne adoptée d'en faire la vérification, qui est tout à fait logique à notre sens. Un autre petit point, je vais laisser la parole aux autres. Deux autres petits points. J'aimerais savoir, je ne sais pas, je vois qu'il y a des intervenantes là, aujourd'hui. Est-ce que le guide des procédures a finalement été adopté par les directeurs de la protection de la jeunesse? Aux dernières nouvelles, le mouvement Retrouvailles en avait demandé une copie, on ne l'a jamais eu. Alors, je me demande si vraiment ce guide a été finalisé. Première question. Deuxième petit point, bon, je sais que ça ne changera pas grand-chose dans les lois parce qu'elles sont comme elles sont, mais nous, on a toujours été, je vous dirais, en opposition au fait qu'une personne adoptée à partir de 14 ans peut avoir accès à ses origines. On trouve qu'entre 14 et 18 ans, c'est vraiment la période, la crise identitaire pour tout le monde, qu'on soit adopté ou non. Donc, nous, là-dessus, on aurait beaucoup aimé que ce soit reporté vraiment à majorité. Ça ne veut pas dire qu'à 18 ans, une personne va être plus mature qu'une personne de 14 ans, mais en général, je pense que c'est le cas. Donc, ça, c'est un point, nous, qui continue de nous chicoter, l'âge de 14 ans. Et je pense que les intervenantes le savent également, qu'entre 14 et 18 ans, même 10 ans, là, c'est une période un peu, excusez le mot, mais un peu rock'n'roll pour faire des démarches comme celle-là. Alors voilà, c'est mon constat. J'espère fortement que le projet de loi 2 pourra être adopté, puis on pourra refaire une recherche là-dessus et s'en reparler dans quelques années. Voilà. Tout à fait. Merci, Caroline. Peut-être, étant donné justement qu'il y a eu des questions tout à l'heure sur le projet de loi 2, pour les personnes là, qui n'auraient pas vu ça passer, c'est ça, c'est le projet de loi sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation. On en a surtout entendu parler par rapport à tout l'encadrement législatif des femmes porteuses, par rapport aussi à l'identité de sexe ou de genre là, sur les papiers officiels, mais il faut savoir qu'il y a aussi dans ce projet de loi-là certains changements qui vont concerner l'adoption, donc justement là, certains assouplissements, je dirais, là, pour faciliter encore davantage, en fait, répondre peut-être aux enjeux du projet de loi 113 qui avait été soulevé par les intervenantes, qui viennent d'être soulevés par Caroline aussi. Donc, à partir du moment où le projet de loi 2 sera adopté, c'est vrai que c'est ça, il pourra donc y avoir peut-être plus facilement, en tout cas on espère, divulgation de l'information. Oui, à ce compte-là, Geneviève, effectivement, si on veut juste faire un petit tour d'horizon rapide, ce que le projet de loi 2 va permettre, entre autres, c'est la fratrie. Okay? Donc, il n'y aurait plus besoin de concordance. Donc, l'information va être donnée. L'information sur les parents, peu importe qu'il y ait un document officiel ou non. Le veto d'identité du parent serait enlevé à l'âge de 18 ans de l'adopté. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Mais un point très important, c'est la reconnaissance du droit aux origines dans la charte. Ça, c'est le point, le premier point. Et je pense que c'est un point parce que dans la charte québécoise, ce droit-là n'était pas comme reconnu officiellement. Alors, de placer ça dans la charte, ça va être vraiment une belle ouverture. Et l'adopté aura aussi accès à son certificat de naissance d'origine au jugement d'adoption. Et les descendants de premier degré de la personne adoptée décédée auraient aussi accès aux informations. J'oublie sûrement quelques points, mais je vous dirais que ça, c'est les points majeurs là, au niveau du droit aux origines. Alors, bravo, puis on va faire en sorte que ça passe. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Caroline. Juste avant de céder la parole à Esteban, il y avait aussi des questions dans le chat, là, la question que tu as posée en fait par rapport au guide de pratique, parce qu'effectivement, il y aurait deux guides de pratique, en fait, un en matière d'adoption, puis un en matière de recherche d'antécédents et de retrouvailles. Si j'ai bien compris, en fait, le guide en matière de recherche d'antécédents et de retrouvailles, lui, serait accessible. Et d'ailleurs, sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, il me semble que je me suis promenée cette semaine, puis j'ai vu qu'il y avait un guide de 2021 qui était sorti. Donc, il serait effectivement disponible. Merci.
Parfait. Donc, Esteban maintenant. Puis, inquiétez-vous pas, je vois qu'il y a d'autres questions qui passent dans le chat, mais je veux m'assurer que la table ronde, tout le monde puisse s'exprimer, puis on pourra revenir à certaines questions par la suite. Bonjour tout le monde. Merci encore. C'était très intéressant ce que vous avez amené. Je remercierais aussi Caroline Fortin. Sérieusement, t'es impressionnante. Merci encore de pousser pour que les choses changent, puis de ne pas lâcher, parce que parfois, ça devient un peu lourd, tout ça. Fait que félicitations au mouvement Retrouvailles. Là. Vous êtes là pour une bonne raison, puis on le voit jour après jour. Je vais rebondir sur une chose que tu as dit, Caroline, que je trouve fort intéressant du côté des mineurs de 14 ans. Nous, du côté du REIS, ressources adoption, aussi, on trouve ça très jeune, 14 ans. Déjà adulte, même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours difficile, les retrouvailles. On a toujours un fantasme dès le début là, de qu'est-ce que ça peut être, là, un petit peu à la Lion, là, le film Lion, là, fait qu'il y a beaucoup de fleurs et puis finalement, c'est des montagnes russes. Alors imaginez-vous quelqu'un de 14 ans là, qui rentre dans cette expérience-là tout seul. Ça peut être, à mon avis, et à l'avis de ma co-directrice, Maritza Bossé-Pécha, quelque chose de difficile. On comprend qu'à l'âge de 10 ans, là, il y a un suivi avec les parents adoptants qui les suivent pour une meilleure compréhension de toutes les étapes à suivre. Par contre, je me pose la question si du côté de 14 ans, 15-16 ans, si ça ne devrait pas être la même chose, ou même retardé, comme Caroline disait, là, à 18 ans, tout ça. Nous, on fonctionne beaucoup du côté de l'international. Par contre, on a certaines personnes qui nous contactent du côté de la province ici. Puis, on a eu quelques expériences avec des personnes qui ont eu des refus. Un refus, pour certaines personnes qui ont été adoptées, c'est une deuxième chute. C'est-à-dire qu'abandonnés dans leur tête, ils ont été abandonnés une fois, puis ils se font réabandonner 2 fois. Dans les personnes qui m'ont contacté, on a eu un double refus, c'est-à-dire un refus de la mère, et puis elle est décédée, et un refus des frères et sœurs qui a suivi. On comprend que ça peut être très difficile à assimiler pour une personne qui se dit, ben, je finis par avoir au moins quelques réponses à mes questions. La plupart des personnes adoptées, ben, regardez, nous, de notre côté, là, on a beaucoup d'hommes qui nous contactent et on a beaucoup de femmes qui nous contactent dès qu'ils ont des enfants, parce qu'il y a des périodes dans la vie qui font qu'on se pose des questions et on dit, ben, je veux avoir des réponses à toutes ces questions-là, que ce soit du côté médical ou du côté émotionnel, puis de savoir d'où je viens, puis savoir qui je suis, puis qu'est-ce que je lègue à mes enfants. Fait que pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, là, qu'il y ait un suivi psychologique, psychosocial, excusez-moi, qui puissent aider ces personnes-là là, à essuyer ces refus-là ou à les accompagner à travers ces recherches-là. On pense aussi que dès le début, il devrait avoir un suivi. C'est-à-dire même avant que les gens puissent déposer. Parce que, comme je disais, on est loin d'un film d'Hollywood, Walt Disney. Ça ne tombe pas toujours comme ça. J'ai certains cas là, où il y a eu des déceptions, où la personne s'était imaginé quelque chose de ses parents biologiques, puis qu'on n'était pas là du tout. Et je vais aller aussi du côté des médias sociaux. Je pense que vous avancez qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui maintenant se rencontrent sur les médias sociaux très de bonne heure, même avant l'âge. C'est vrai, puis ça l'amène quelques cas qui sont spéciales, c'est-à-dire que souvent sur nos réseaux sociaux, on s'étale, fait qu'on étale notre vie. Fait que le parent biologique, quand il tombe sur ces photos-là, sur ces petites vidéos-là, sur ces textes qu'on écrit, bien, il pense souvent qu'on a des vies de rêve parce qu'on expose rarement ce qui est négatif dans nos vies. Fait que ça amène une incompréhension du parent biologique avec l'enfant qui a été adopté, qu'ils ont laissé en adoption. À l'international, on a beaucoup de cas comme ça. Ça l'amène surtout de cas aussi que le parent biologique peut se dire, bon, ben, mon enfant a réussi, côté monétaire, ben, je peux en profiter maintenant. Ce qui amène que
la personne qui a fait ces démarches-là parfois ou qui se fait rejoindre par Facebook, mais se retrouve à vouloir briser ce contact-là qu'il a fait dans ces retrouvailles-là. Naturellement, il y a eu énormément de côtés positifs dans tout ça. On s'entend qu'avec des réponses à des questions qu'on se pose depuis le début de notre vie, parce que oui, c'est depuis le début de notre vie, il y a une valise qui est traînée par la personne adoptée, qui est là avant l'adoption et qui est tout à fait important, qui a un impact sur le reste de la vie. Fait que, oui, pour nous, c'est extrêmement important qu'on puisse accompagner ces personnes-là dès les premières questions. Accompagner les parents aussi, les parents adoptants, que eux, parfois, vont voir certaines restrictions envers leurs enfants parce qu'ils disent, mon Dieu, est-ce que je vais perdre mon enfant? Qu'est-ce qu'il va apprendre va être difficile? Est-ce qu'il va être capable de le supporter? Pouvoir accompagner ces parents-là. Pour nous, au niveau du RAIS, ressources adoption, c'est vraiment du côté de développer du suivi psychosocial pour pouvoir donner à ces personnes-là, pas juste la personne adoptée, mais toutes les personnes qui ont besoin d'aide dans l'entourage de la personne adoptée et du parent biologique aussi, qui puisse avoir quelqu'un qui puisse lui donner des réponses et péter des ballons aussi, parce que parfois c'est important. Un niveau psychosocial fait avec des spécialistes, mais aussi fait par des personnes qui ont eu accès à ça, c'est-à-dire qui ont déjà vécu des retrouvailles ou qui ont déjà vécu des échecs à travers ce cheminement-là. Ces personnes-là sont extrêmement importantes parce que, veut pas, on se retrouve avec des situations qui se ressemblent. C'est-à-dire que, bon, pour 1000 adoptés, il y a 1000 histoires différentes. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, il y a des similarités qui peuvent venir. Fait que pour nous, c'est très important de développer ce suivi-là, autant au niveau des personnes adoptées qui ont vécu ces retrouvailles-là, de parents adoptants qui ont vécu ces retrouvailles-là et au niveau psychosocial avec des spécialistes du milieu. Là-dessus, je tiens à vous remercier de donner de l'attention à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui peut tomber dans une chambre écho très facilement dû au fait justement à cette médiatisation-là de l'enfant qui arrive dans les bras du politicien, de l'humoriste ou à l'aéroport avec le gros sourire. Il y a une suite à ça qui arrive. L'enfant vieillit et puis il y a des questions qui se posent et ces questions-là doivent être répondues ou au moins, au minimum, suivies pour que l'impact soit un petit peu moins difficile. Je trouve intéressant aussi le fait qu'on a de plus en plus d'organismes, que ce soit comme l'Hybridé, comme nous, comme le Mouvement Retrouvailles, la Fédération des parents adoptants, qui ont décidé d'élargir un petit peu leurs services pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle fin de conférence et puis je laisse la parole à Marilyn. Merci. Merci beaucoup, Esteban. Peut-être j'en profiterai aussi pour mentionner que vos organismes sont aussi membres d'un comité de concertation qui est le Cocon Adoption. Donc, aussi en unissant vos forces, je pense, vous réussissez aussi, ou en tout cas, vous allez pouvoir de plus en plus vous faire connaître et prendre une place importante aussi dans ce paysage-là. Marilyn, maintenant, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment contente de prendre ce temps avec vous. J'aime aussi, j'apprécie votre intention là, de nous inclure là, dans cette recherche-là que je trouve très pertinente. Je considère que les pratiques terrain doivent être nourries par la recherche et qu'ensemble, on peut vraiment améliorer notre offre de service. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Marilyn. Je suis la directrice générale de l'Hybridé. Je suis aussi moi-même une personne adoptée de la Chine et j'ai vraiment la chance de pouvoir développer ma passion sur les enjeux d'adoption avec l'Hybridé. Donc, quelques mots sur la mission de l'Hybridé. C'est sûr que nous, notre priorité, c'est les personnes adoptées à l'international à l'âge adulte. Donc, tout ce qu'on fait est vraiment orienté à déployer des services qui vont être adaptés, notamment par des services d'accompagnement, de soutien entre les pairs, d'éducation et d'expression. C'est vraiment important pour moi et pour l'organisme que les expressions des personnes adoptées soient volontaires, soient autonomes et puissent nourrir, dans le fond, les projets, les services, parce qu'on considère que les personnes adoptées
sont les meilleurs, les mieux placés pour parler de leurs expériences et de leurs besoins. Donc, comme qui a été mentionné par Caroline et Esteban, on a un rôle là, de pallier à différents manques qui peuvent être présentés dans les organismes gouvernementaux. Et par exemple, l'augmentation des demandes d'accès, c'est sûr que ça a un impact direct sur nos organisations parce qu'on doit, d'une façon complémentaire, assurer un besoin, mais avec des ressources un peu moindres, hein, définition moindre, mais à l'hybridé, on a quand même pu développer plusieurs pratiques d'accompagnement sur les questions de la quête d'origine, sur les sentiments complexes comme la double appartenance que vous avez mentionné, et principalement sur le soutien psychosocial qui est extrêmement important et qui oriente la majorité de nos offres de services. Donc, à l'hybridé, on a notamment monté une série d'ateliers sur le retour aux origines pour justement permettre l'accompagnement personnalisé aux personnes adoptées et assurer là, que leurs questionnements puissent être partagés, surtout leurs questionnements d'ordre psychologique. Donc, l'atelier permet de mettre l'emphase sur une éducation volontaire dans le sens qu'on encourage les personnes adoptées à étudier, à comprendre un peu plus le portrait de leur pays d'origine et à réfléchir sur les attentes, clarifier leurs conceptions et leurs besoins. Donc, on est vraiment un peu en travail avant les démarches de retrouvailles. Et l'idée de ces ateliers, c'est vraiment de nourrir les réflexions par et pour les personnes adoptées, puis offrir un cadre qui est sécurisant pour que les gens, dans le fond, aient toutes le plus, dans le fond, de chances d'avancer consciemment dans ces questions qui sont vraiment compliquées. Donc, une autre chose qui est vraiment importante à l'hybridé, c'est qu'on est conscient que cet atelier-là, c'est pas tout, ça ne répond pas à tous les services d'accompagnement. On a vraiment besoin de pouvoir approfondir et développer, dans le fond, des services d'ordre plus thérapeutique. Et c'est pour ça que depuis presque la fondation de l'organisme, là, je crois que l'équipe au complet, principalement le conseil d'administration, l'ancienne présidente aussi, Maëlie Daigle, a travaillé à mettre en place un programme de services psychologiques qui se déploierait de façon à offrir des thérapies qui sont individuelles et des thérapies de groupe, ainsi que des ateliers de psychoéducation pour toujours là alimenter puis répondre aux différentes répercussions de l'adoption. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à définir et encore là, je pense qu'on a la chance de pouvoir le faire en même temps de soutenir les membres adoptés. Mais comme aussi mentionné, là, on est dans la recherche constante de financement pour faire en sorte que ces services-là, nos conceptions, nos créations puissent être déployés à un plus grand nombre de gens parce qu'il y a des mots qui sont importants à traiter, qui sont emmagasinés depuis longtemps chez les personnes adoptées et on veut vraiment assurer que leur cheminement se fasse de façon sécuritaire puis qu'on puisse améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus central dans ce qu'on fait. Donc, vraiment répondre aux besoins directs des gens. Donc, c'est un peu ça que je voulais mentionner aujourd'hui. On a vraiment besoin de développer un réseau d'entraide et de soutien puis de développer ça à une plus grande échelle parce que les besoins sont là. Donc, merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup. En fait, merci beaucoup à vous trois. Puis je pense que c'était important pour nous, en fait, même si justement, bon, à l'hybridé, puis en grande partie aussi au RAIS, votre clientèle est davantage là, des adoptés de l'international, mais il reste que les enjeux, il y a beaucoup d'enjeux communs, hein, à l'adoption locale et internationale. Donc, on trouvait quand même que autant la recherche qu'on a fait que là, les points de vue que vous avez pu amener, en fait, c'est ça, peuvent répondre quand même à certaines préoccupations, là, autant d'un côté que de l'autre. Je vous invite à poursuivre, à poser vos questions dans le chat si jamais il y en a d'autres qui ont des questions qui surgissent, puis autant pour Anne-Marie et moi, mais aussi évidemment pour Caroline, Esteban ou Marilyn. Je veux peut-être souligner, en fait, parce que j'ai vu dans les échanges qu'il y avait quand même certaines préoccupations en ce qui concernait plus particulièrement l'identité des adoptés. Puis je pense que surtout par rapport aux adoptés, donc en protection de la jeunesse, donc les plus jeunes adoptés. Et là, évidemment, je ne prétends pas être experte, mais de ce que j'en comprends, l'identité, en fait, est quand même protégée chez ces jeunes adoptés-là jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire que
un parent d'origine qui ferait une demande officielle, évidemment, là, à travers des services de recherche d'antécédents et retrouvailles, avant que l'enfant ait 18 ans, on ne pourrait pas lui donner l'information. Ceci dit, à partir de 18 ans, l'identité peut être révélée, mais l'adopté a aussi quand même le droit de signifier un refus de contact. Donc, ça, c'est bien important là, de comprendre qu'il y a ces deux distinctions-là maintenant. Donc, un refus de divulgation de l'identité, mais aussi un refus de contact. Donc, l'identité, elle, pourrait être divulguée. Et de ce que j'en comprends aussi avec le projet de loi 2 qui est sur la table actuellement, là, on veut permettre à ce que cette information-là circule davantage, mais le refus de contact, lui, il reste quand même un droit que autant l'adopté que le parent d'origine pourrait signifier. Donc, par ailleurs aussi, l'autre aspect que j'ai envie d'amener comme nuance, c'est que évidemment, puis là, bon, les cas de figure dans la banque mixte sont différents aussi. Hein. Il y a des situations où il y aura eu des contacts avec les parents d'origine avant l'adoption, dans le cadre donc du placement. Puis il y a d'autres situations où il n'y a pas nécessairement de contact. Puis je sais qu'il y a des situations où il y a des interdits même de contact aussi, là, quand on considère que ça peut être un danger, par exemple, pour l'enfant. Donc, c'est sûr que ces situations-là, on peut comprendre hein, que ça suscite peut-être des préoccupations, donc justement par rapport à ce qui pourrait arriver plus tard. Par ailleurs, je pense que ce qu'on réalise de plus en plus aussi au niveau de l'adoption, c'est que avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec la circulation de l'information, avec les médias sociaux aussi, c'est quand même difficile de protéger complètement et de s'assurer, en fait, qu'il n'y aurait pas du tout de contact ou il n'y aurait pas du tout d'informations qui seraient transmises. Dans ce sens-là, je pense que ce qu'il faut davantage peut-être travailler, c'est justement l'accompagnement de toutes les personnes qui sont impliquées pour s'assurer, en fait, là, que tout le monde reçoit le soutien nécessaire. Parce que tôt ou tard, on peut penser qu'il y a de l'information qui pourra circuler. Puis donc, c'est important de faire ça le mieux possible, en fait, que ce soit vécu le mieux possible par chacune des personnes. Je ne sais pas si d'autres personnes sur le panel souhaitaient s'exprimer par rapport à ça. Puis pendant ce temps-là, je vais continuer à lire ce qui se dit dans le chat. Est-ce que quelqu'un voulait prendre la parole? C'est bon. Oui, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a de la formation, c'est un lien un peu vague, mais il y a la formation aussi qui est offerte du côté de nos professionnels du milieu qui serait important aussi de développer. Nous, on a commencé à le développer du côté du RAIS. Par contre, en 2021, on trouve ça drôle que ça arrive aussi tard, là. Pour que ces spécialistes-là puissent justement accompagner tout le monde qui a des demandes de retrouvailles ou de retour aux sources. Pour nous, c'est vraiment important. Je crois que peut-être d'autres organismes aussi l'offrent. Je pense du côté Libridé, il y a peut-être des projets de ce côté-là aussi, si je ne me trompe pas. Par contre, ça serait quelque chose à essayer de construire puis essayer de mettre un peu plus de briques de ce côté-là pour que tous nos spécialistes puissent être formés. Et des liens aussi entre les institutions, c'est-à-dire que nous, on a des beaux liens du côté du SAI et des CIUS. Ça serait de construire ça le plus possible pour essayer qu'il y ait une référence qui soit faite. Et quand une personne vient voir ces personnes-là, au moins, il peut savoir où référer. On l'envoie vers le mouvement Retrouvailles, vers le RAIS, vers les BD, vers la FPAC, pour que tout se passe beaucoup mieux puis que l'information circule aussi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait vrai là, que autant le soutien est important, mais puis on en avait parlé un petit peu dans la présentation des résultats de recherche, mais effectivement la formation aussi des professionnels pour qu'ils aient aussi tous les outils en main. Puis en fait, il y a des expertises qui existent quand même. Il y a des gens qui développent ces expertises-là, mais qui souvent se retrouvent à travailler un peu isolément. Puis que lorsque ces personnes-là quittent, c'est une expertise qui est perdue aussi. Donc, c'est vrai en adoption, mais c'est vrai dans d'autres milieux aussi, mais de bien penser
aux mécanismes, en fait, là, pour ne pas perdre ces expertises-là et pour les développer, en fait, toujours au mieux aussi des connaissances qu'on a par rapport aux différents sujets. Je pense, en tout cas, au niveau du chat, c'est ça, je regarde un peu les échanges. Je ne voyais pas nécessairement là, de questions encore plus spécifiques là, qui n'auraient pas nécessairement été adressées. Peut-être à ce moment-là, donc aux gens du panel, s'il y avait peut-être un petit mot de la fin. Je ne sais pas, Anne-Marie, s'il y a quelque chose que tu souhaites faire ressortir comme mot de la fin. Puis je vous laisserai ensuite la parole aux autres aussi. Puis avant de laisser le mot de la fin aux personnes qui sont le mieux en mesure, dans le fond, de témoigner de l'expérience, de comment ça se passe et des besoins de formation, de réitérer que la formation autour de l'adoption a toujours eu des difficultés à se développer. Je sais, j'en ai fait partie depuis le début des années 2000 et on voit qu'en 2021, il y a encore beaucoup de manques. Je trouve particulièrement intéressante l'idée de rassembler les forces, justement, puisqu'il y a tellement de gens qui s'y intéressent, tellement de mouvements, tellement d'associations, tellement d'activités de soutien aussi. Marilyn disait par et pour, qui sont nées plus récemment dans les dernières années, qui sont extrêmement importantes. Donc, je suis d'avis aussi que ça prend non seulement un accompagnement professionnel, mais jumelé avec un accompagnement des personnes qui le vivent et qui l'ont vécu, parce que c'est une réalité qui est tellement unique qu'il faut avoir passé par là très souvent pour se sentir en tout cas pleinement accompagné. Ça fait énormément de bien là, du point de vue des gens que j'ai connus qui en ont bénéficié là, de part et d'autre dans vos organismes. Donc, c'est essentiel. Donc, ce sera en effet très intéressant de développer des formations, puis aussi en lien avec les gens, donc ceux qui ont participé à notre recherche, à qui je donne mes salutations, je sais qu'il y en a parmi nous qui le souhaitent, qui en ont besoin et qui ont aussi déjà accumulé des expériences d'accompagnement. Ce n'est pas comme si elles n'avaient rien développé non plus. Donc, elles ont développé beaucoup de contacts et elles ont eu beaucoup de sensibilité, de délicatesse justement à reconnaître les deuils, reconnaître la manière dont se forme l'identité adoptive, reconnaître l'impact de la rupture des liens, du sentiment d'abandon, etc., etc. Donc, elles ont aussi énormément, à mon avis, à contribuer autant qu'à recevoir. Donc, pourquoi pas organiser un grand partage. Donc, c'est une invitation en même temps à se faire signe bientôt aux organismes qui sont ici pour qu'on puisse peut-être développer ça avec vous et contribuer à développer les connaissances par le fait même de développer de la formation aussi. Donc, je vous remercie vraiment pour votre contribution. C'est extrêmement riche. Puis, je continue à prendre des notes parce que là, ça change vite avec le projet de loi 2 et toutes les informations que Mme Fortin, entre autres, nous a partagées, les commentaires aussi dans le chat, etc. Donc, on est chercheurs, ça veut dire qu'on est condamné à chercher tout le temps et à continuer à améliorer nos connaissances. Et voilà. Donc, je passerai la parole à la table ronde pour le mot de la fin. Qui voudra commencer? Et peut-être juste avant de leur passer la parole, en fait, pour dire aussi que par rapport à la recherche qu'on vous a présentée aujourd'hui, Anne-Marie et moi, on poursuit dans une phase 2, puisqu'on a actuellement une subvention là, pour continuer, en fait, sur ces mêmes thématiques-là. Mais dans ce cas-ci, cette fois-ci, on souhaite aller rencontrer donc, des personnes adoptées localement pour mieux comprendre justement là, quels sont leurs besoins et quels sont leur expérience aussi là, par rapport à des expériences de recherche d'antécédents de retrouvailles, autant par les services officiels, donc que aussi par les médias sociaux ou par d'autres chemins là, peut-être moins formels. Donc, évidemment, ça aussi, on pourra vous tenir au courant là, au moment où on aura des résultats là-dessus, puisqu'évidemment, on pense que ça peut aussi, nourrir les pratiques. Puis donc, essayer de voir comment, dans la mesure où ces personnes-là, justement, qui ne passeraient pas nécessairement par les canaux officiels, comment on peut aussi tenter de mieux les accompagner, même s'ils ne vont pas nécessairement passer par les services d'antécédents de retrouvailles. Là. Merci de le rappeler, Geneviève. Et justement, on va particulièrement partir de la préoccupation principale que tout le monde a mentionnée aujourd'hui encore, donc les jeunes, les mineurs, les plus jeunes adoptés de la banque mixte, sur lesquels on en connaît encore bien peu
Donc, on va vraiment chercher à en rencontrer l'année prochaine. On va peut-être faire appel à vous donc pour trouver des gens, voir comment est-ce qu'on peut mieux comprendre leur vécu, qu'ils soient chercheurs ou non chercheurs, ou encore chercheurs de leurs origines, peu importe les mécanismes qu'ils empruntent, justement pour prévoir des moyens d'accompagnement parce qu'il y a des recherches qui vont être inévitables, même si certains les jugent non souhaitables ou à cet âge-là. Ils font pareil. Donc, à ce moment-là, on manque vraiment d'outils pour mieux les aider là, avant, comme j'aimais bien l'idée de dire, mais avant même, autant que possible en entreprendre ces procédures-là pour qu'ils soient accompagnés d'un bout à l'autre. Donc, oui, on a une subvention du Conseil de recherche des sciences humaines du Canada avec toute une équipe d'assistantes qui vont nous permettre de mener à bien ce projet-là. On en est bien, bien contents. Il y a aussi des articles qui sont en préparation sur la recherche qu'on vous a présentée aujourd'hui. Et vous serez tenus au courant si vous voulez en savoir plus, parce qu'évidemment, dans un certain laps de temps, on ne peut pas présenter tout ce qu'on a appris dans cette recherche, même si petite, c'est immense la quantité de données auxquelles nous ont donné accès les intervenantes. Donc, on a encore d'autres choses à dire. Alors, maintenant, vraiment, on vous cède la parole. Caroline? Premièrement, je vais juste revenir sur bon, peut-être la prochaine recherche. Je pense qu'aussi au niveau de l'accompagnement, je sais qu'il y en a, mais on ne dit peut-être pas assez. Les mères d'origine, justement, des enfants qui ont aujourd'hui 14, 18, 20, 25 ans, le contexte, en fait, ils n'ont pas confié leur enfant à l'adoption, on s'entend. La plupart leur ont été retirés. Alors, ces mères-là, moi, on commence à en avoir là, au mouvement Retrouvailles et c'est difficile parce que elles sont dans différents contextes. C'est sûr que oui, il y a eu de l'abus, il y a eu de la drogue, il y a eu des problèmes psychologiques et tout ça. Alors, c'est très difficile de gérer, si on veut, là, cette situation-là. Alors, ça va être vraiment important au niveau des services offerts par les services d'adoption antécédents, retrouvailles, d'avoir des formations spécifiques parce que ça s'en va vraiment vers ça. Là. Je veux dire, bon, nous, du passé, plus ça va, là, plus les gens ont retrouvé ou vont avoir moins besoin, je dirais, d'accompagnement. Ils vont en avoir encore besoin, mais beaucoup moins que les adoptions là, avec les banques mixtes et tout ça. Alors, c'est juste mon point. Puis, comme point final, je vous dirais, on parle de solidarité. Je vous dirais qu'au Québec, on est, pour avoir parlé à des gens de l'extérieur, on est reconnu pour être solidaire dans ce qu'on fait. Puis on le voit, avec tous les organismes qu'on a en adoption, post-adoption, retrouvailles, on finit toujours par se rallier, se rattacher, on se tient un et l'autre. On a des super de bons contacts avec les intervenantes dans les services sociaux. Alors ça, c'est important de garder ça et de continuer, comme le disaient là, Anne-Marie et Geneviève, de continuer à développer ça, voire même à extensionner peut-être les collaborations. Parce qu'actuellement, nous, au Mouvement Retrouvailles, la collaboration qu'on a avec les centres des services sociaux, je vous dirais qu'elle est uniquement, je vais le mettre entre guillemets, là, mais au niveau des vérifications de concordance. Mais sinon, c'est sûr qu'on n'a pas accès au dossier, on n'a pas accès à rien de ça, mais on a quand même une belle ouverture. Lorsqu'on fait des approches, on pose des questions, on a vraiment une belle ouverture avec la majorité des intervenantes dans les CIUS. Alors ça, je pense que pour le bénéfice de tous, tant les usagers, les intervenants que les organismes, ça va être important vraiment de continuer à garder ça et de garder le focus sur l'accompagnement et naturellement le droit aux origines. Voilà. Merci. Merci encore à tout le monde. Là. Esteban, un mot de la fin? Oui, j'aimerais revenir sur un petit 2 secondes sur ce que j'ai lu dans votre document, c'est que vous dites qu'il y a 44 437 demandes, puis il y a 37 754 personnes qui ont été reçues, qui ont été traitées, puis nous avez confié tantôt qu'il y avait 8 000 refus, autour de 8 000 refus là-dessus. Ces 8 000 refus-là,
n'ont pas seulement un impact sur les 8000 personnes qui ont été refusées, mais ils ont un impact sur tout ce qui va suivre après, c'est-à-dire leurs enfants, leur entourage et tout, parce qu'il y a des réponses qui ne sont pas arrivées. La meilleure façon de pouvoir faire passer ça d'une façon un petit peu plus un petit peu mieux, c'est justement d'avoir de l'accompagnement. Je vous invite tout le monde à aller faire un tour sur nos sites Internet parce qu'on offre déjà des services qui peuvent être intéressants pour vous, que ce soit de la formation, des conférences, tout ce qui est retrouvailles. N'hésitez pas à aller sur nos sites pour voir déjà les services qu'on offre. Et puis, en mettant ça de l'avant, ben, ça nous permet de nous faire connaître puis de pouvoir justement construire des ateliers et des conférences qui sont de plus en plus intéressantes pour vous. Je tiens aussi à remercier le SAI que depuis quelques années, on bâtit quelque chose de fort intéressant puis on commençait à construire des ponts avec nous, avec nos différents organismes. Moi, j'ai une relation privilégiée avec Adelkis du SAI où je peux discuter ou envoyer certains dossiers là, pour m'aider dans les retrouvailles. Et puis, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'on commence justement à s'allier puis à se dire, ben, on existe tout le monde, puis en s'alliant tout le monde, on est capable d'offrir quelque chose d'intéressant. Tu as parlé tantôt, Geneviève, du cocon adoption. C'est quelque chose que vous allez entendre de plus en plus parler. On s'est regroupés puis on a décidé d'offrir, de dire on existe et puis regarder autant au niveau de la population qu'au niveau gouvernemental. Fait que merci de nous appuyer puis de nous suivre là-dedans. Puis mon dernier merci, c'est à vous encore pour avoir mis ça de l'avant et puis d'avoir donné toute votre expertise puis votre recherche là, pour amener tous ces points-là puis nous ouvrir les portes là, sur tout ça. Dernière chose, l'adoption internationale et l'adoption banque mixte se ressemblent beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de points en commun. Je pense qu'il va falloir un jour qu'on réunisse ces deux groupes-là pour pouvoir continuer à avancer puis justement partager nos expériences qui sont similaires en nous. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, Esteban. Puis les derniers mots à Marilyn. Oui, alors je voulais juste dire quelques mots sur notre perspective là, de la formation. L'approche justement du par et pour, là, elle se traduit notamment dans notre programme là, de psychothérapie qu'on souhaite vraiment mettre en place dès que possible par le soutien d'une formation à une relève professionnelle qui serait issue du milieu de l'adoption internationale. Donc, je crois qu'il est vraiment intéressant de miser sur dans le fond, miser sur le développement d'expertise qui vient aussi d'un milieu plus personnel d'expérience vécue. Et c'est dans ce sens-là qu'on irait vraiment collaborer avec plusieurs personnes là, dans différents milieux de relations d'aide pour nourrir notre projet. Parce que justement, je pense, une des priorités là, dans le milieu de l'adoption, c'est vraiment que les personnes adoptées soient mieux accueillies. Parce que les contenus, juste, mettons, on prend l'exemple là, des enjeux interculturels. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans en fait, qui ne sont pas bien répondues par différents intervenants. Puis que quand on reçoit une personne adoptée, on peut s'imaginer toutes les épreuves que cette personne-là a déjà faites avant de se rendre à nous. Et que dans ce sens-là, on doit assurer un respect là, de base qui est justement de pouvoir mieux accueillir qu'est-ce qu'elles ont vécu parce que j'entends souvent là, les enjeux, les défis d'autocensure, de déni, différents blocages, même le sentiment d'épuisement des personnes adoptées. C'est quelque chose, c'est des mots qui sont très forts et qui reviennent et que nous, on veut faciliter là, leur vie. Donc, c'est pas évident là, de pouvoir de naviguer et de chercher, de se conscientiser et de mener une bonne vie là, quand on a peu de moyens. Donc, l'idée, c'est vraiment je pense, de relever le défi de représentation puis d'assurer qu'on bâtisse un lien de confiance pour que les discussions soient vraiment plus ouvertes. Donc, je crois vraiment que c'est important là, une relève professionnelle soit proche des personnes adoptées là, et que ce soit même elles qui puissent prendre une part là, là-dedans.
Bien, c'est à mon tour de vous remercier encore une fois, Caroline, Esteban, Marilyn, Anne-Marie. Merci beaucoup pour cette conférence aujourd'hui. Merci à toutes les personnes aussi qui nous ont accompagnés, qui ont interagi dans le chat. Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, on vous donne rendez-vous donc à notre prochaine conférence automnale qui aura lieu le 15 décembre. Voilà, merci.